Bonsoir Chérif, si tu es un amoureux des oiseaux, tu es servi ce soir. Colonel Abdoulaye Ndiaye est notre invité. Bonsoir colonel. Bonsoir, bonsoir. Pour vous présenter, vous êtes un colonel des parcs nationaux au service de la conservation des oiseaux migrateurs, ce qui vous a valu le prix 2015 de l'accord sur la conservation des oiseaux migrateurs d'Afrique-Eurasie. Conservateur des parcs nationaux du Sénégal à la retraite, vous êtes ainsi un passionné de l'avifaune. Colonel, le Sénégal a abrité la semaine dernière le 14e congrès panafricain d'ornithologie dont vous êtes le président du comité d'organisation. D'où est venue l'idée d'un tel congrès et quels sont les résultats auxquels vous êtes parvenu? Merci encore Mahmoud de m'avoir invité, juste rectificatif. Je ne suis pas le président du comité d'organisation, je suis le président du congrès. Oui, oui. Grande différence. Le congrès, vous savez que c'est depuis 1957 que les Africains ont senti le besoin de partager les recherches au niveau du continent pour se regrouper en tant qu'amateurs avant d'élargir. Et tous les 4 ans, ils se retrouvent dans un pays pour un peu réfléchir sur la question d'ornithologie au niveau global et en Afrique en particulier. Tous les scientifiques qui sont intéressés par la question, avec les résultats de recherche au bout de 4 ans, viennent partager l'information, coacher les jeunes et également promouvoir l'ornithologie qui n'était pas bien connue dans notre région. Quels sont les résultats que vous avez obtenus? Le résultat le plus grand et le fondamental, c'est l'appel de Dakar. Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable, dans son discours, a demandé aux congressistes scientifiques de sortir une déclaration de Dakar pour l'engagement du politique. En général, les déclarations faites dans les grandes réunions de ce genre, c'est quand ceux qui arrivent, ils sont mandatés par le pays dans les grandes conventions internationales, les conférences des partis, les COP et les MOP. Ça, vous êtes délégué par le pays et vous pouvez faire des résolutions, des recommandations qui sont versées dans le document. Mais ici, c'est des scientifiques qui ne sont pas mandatés par leur pays, qui se regroupent tous les ans, tous les 4 ans, pour discuter sur la question. Il a dit, oui, vous êtes des scientifiques, mais on veut, vous allez faire le terrain. Vous avez ciblé les différents écosystèmes de notre pays. Avec la problématique que vous connaissez au niveau de vos régions, faites, réfléchissez et donnez-nous quelque chose sur lequel on peut se baser pour également promouvoir l'ornithologie et les oiseaux en relation avec le développement du continent. Et la déclaration de Dakar a ressorti ça, la problématique de l'Afrique en général et des problèmes spécifiques du Sénégal en particulier. Qu'est-ce qui caractérise l'oiseau migrateur et pourquoi il faut le conserver? L'oiseau migrateur, c'est une ressource partagée. Une ressource partagée parce qu'il passe le plus de temps chez nous. Quand il fait mauvais en Europe, il niche dans la toundra, Russie par exemple, il reprend toute la zone de couloirs de migration de l'Atlantique Est, avec beaucoup de couloirs de migration, pour venir chez nous. Il passe plus de temps ici qu'en Europe. Et l'oiseau migrateur, parmi tant d'autres, parce qu'il y a des oiseaux qui sont sédentaires, il y a des oiseaux de forêt, il y a des oiseaux, mais l'oiseau migrateur, il est très fragile parce que ses habitats doivent être absolument protégés pour sa survie. Vous avez par exemple, quand l'oiseau quitte la Russie, c'est une longue distance. Le long du trajet, il y a ce qu'on appelle des stopovers, des zones d'arrêt pour pouvoir reprendre les formes, se nourrir et continuer la route. Et si ces zones sont altérées par la pollution, par le reconvertir un peu en zone agricole, etc., vous voyez l'oiseau tout de suite, il est perturbé. Et nous avons signé des conventions au niveau mondial pour garantir ces écosystèmes. Je pense à la convention de Ramsar qui s'occupe des zones humides au niveau global. Et le Sénégal a adhéré à cette convention et applique les recommandations de la convention de Ramsar. Entre autres, il y a également la convention sur les espèces migratrices, la CMS, convention de Bonn, dans laquelle est impliqué les accords, comme l'accord des oiseaux migrateurs Afrique-Eurasie.
Une déclaration prononcée lors de votre congrès, les oiseaux constituent un indicateur de la bonne santé des écosystèmes et de la qualité de l'environnement. Fin de citation. Qu'est-ce à dire? Dis-moi si tu as des oiseaux, je te dirai si tu es respectueux de l'environnement. Mais ça, c'est un minimum parce que l'oiseau joue un rôle invisible. J'ai l'habitude de prendre juste la sarcelle d'été par rapport à la problématique du Nord, où les zones humides continentales, où il y a une grande végétation qui héberge les hôtes intermédiaires de la bilharziose. Et la sarcelle d'été, des centaines de milliers, dans un lac qui plonge pour se nourrir sur le mollusque qui est l'hôte intermédiaire de la bilharziose. Vous savez comment il déséquilibre le système pour permettre aux populations vivant autour qui prennent de l'eau au fleuve ou dans les lacs non pas être exposées. Pas d'oiseaux, pas de vie humaine, on peut le dire? Absolument. Le jour où on ne verra pas l'oiseau, c'est que la vie n'est pas là. C'est fondamental. Je parle aussi sur les cigognes, vous voyez un peu l'agriculture. Monsieur le Président de la République est en train de développer l'agriculture dans le Nord, etc. Et nous n'avons jamais pensé au contrôle biologique que sont les oiseaux sur les essaims des criquets pèlerins qui nichent à la lisière du désert, qui sont contrôlés par ces oiseaux migrateurs qui se nourrissent sur ces essaims par mesure biologique pour éviter l'envahissement. Ce qu'on voit par exemple qui viennent envahir les cultures, c'est le quart peut-être des effectifs. Imaginez-vous, si on n'avait pas ces oiseaux qui viennent un peu régler, et je pense aux vautours qui sont également très menacés, et qui nettoient. Regardez à Dakar, 2 jours sans le service de nettoiement, ce que ça fait. Et si on détruit ceux qui nettoient la nature, vous voyez ce que ça fait, l'exposer sur les virus et autres. Peut-on qualifier le Sénégal de pays de culture d'oiseaux? On sait qu'on a le parc de Djoudj que vous avez eu à diriger d'ailleurs, mais nous avons notre Diallo-Pitch national que nous tous avons connu. Et c'est le Sénégal, si on se compare à certains, au niveau de notre sous-région, nous sommes vraiment des champions. Le Sénégal est vraiment un pays d'oiseaux. La direction des parcs nationaux, sous l'égide du ministère de l'Environnement et du Développement durable, est en train de faire une politique extraordinaire. Tous les ans, on compte les populations des oiseaux sur les espaces cibles, les espaces clés, pour donner un peu les effectifs. Et ça permet un peu, avec ces résultats, de pouvoir remplir, parce que tous les 3 ans, on doit envoyer un rapport au niveau mondial sur les oiseaux d'eau, qui sont également des gibiers, en quelque sorte certaines. Nous devons également avoir l'estimation globale des populations d'oiseaux à travers le monde entier. Donc il est important... Vous l'avez? Oui. On a combien d'oiseaux dans le monde? Ah, ça c'est une très bonne question. Nous avons presque 9000, environ 9000 espèces d'oiseaux, oui. Mais nous avons des centaines de millions d'oiseaux. Tous les oiseaux confondus, il y en a. Mais ce qui les intéresse pour voir un peu la santé des milieux, c'est vraiment les oiseaux d'eau, qui sont également des migrateurs et qui sont également très exposés. Au Sénégal, on a 600 espèces? On a 600, aux environs 650 oiseaux. Oui. 650, oui. On a aux environs 650. Et il y a un suivi régulier. Tous les mois, le service des parcs nationaux et des eaux et forêts, on ne peut pas faire un tour dans tous les sens, mais on a des échantillons qui sont très représentatifs par rapport aux effectifs globaux que nous avons. Et ça permet également, après le comptage, d'avoir des résultats fiables qu'on donne au gouvernement pour pouvoir suivre les quotas qu'il faut attribuer aux chasseurs, aux guides de chasse pour un peu la période de chasse. Il y a aussi des enjeux économiques comme le tourisme. C'est là, vraiment où on doit se focaliser parce que si on voit un peu les pays comme l'Afrique de l'Est et également au niveau des marchés porteurs, au niveau de l'Angleterre également, il est important qu'on revoie un peu pour pouvoir. Nous avons des touristes qui viennent voir les oiseaux. Et après le congrès, il y a des gens qui sont actuellement sur le terrain. C'est des excursions post-congrès. Et imaginez-vous au niveau des parcs, le parc national des îles de la Madeleine, sur les 280 participants au congrès, les 140 sont partis visiter le site, simplement à cause de l'oiseau emblème, le phaéton intérêt. Oui. Et ça, les gens sont prêts à dépenser une fortune pour venir voir une espèce. Donc, il est important que nos zones de refuge, qu'il y ait une politique également, elle est déjà là, mais encouragée
et montrer au monde entier. Et je suis sûr que le congrès que nous venons de terminer va faire tâche d'huile pour que les gens puissent comprendre que le Sénégal, ils n'ont jamais vu. Ils ont fait la sortie en haute mer. Ils n'ont jamais vu autant d'espèces depuis que le congrès a été créé. Plus de 250 experts, ornithologues, étudiants et simples amoureux des oiseaux ont pris part à votre congrès. Pourquoi doit-on être amoureux des oiseaux? C'est intéressant ça, parce que d'abord, c'est une culture. Si on pense ce que les oiseaux peuvent nous apporter, j'ai parlé tout de suite de l'aspect économique, et après, l'oiseau, c'est beau. Et je vous dis encore au passage, contrairement aux humains, c'est le mâle qui change de plumage pour attirer la femelle, et c'est le mâle qui est l'oiseau le plus beau par rapport à la femelle. Et regardez les oiseaux, ce que ça peut créer. Allez-y au parc du Djoudj, vous voyez 20 000 pélicans qui sont en train de nicher. Regardez le déclic en matière de détresse. Vous sortez sur le terrain, vous voyez les oiseaux, vous voyez les flamants roses, les flamands en train de voler à une distance avec toutes les figures. Je pense seulement que ça peut vraiment faire une chute par rapport au... Et en dehors de ça, il y a également l'aspect protéines. Il faut aller dans la sous-région. L'aspect écotouristique, l'aspect touristique. Mais qui de l'oiseau porteur ou vecteur de maladies? Souvent, on dit qu'on a pensé un peu aux anatidés, qui est la famille des canards, quand on parlait de la grippe aviaire. Souvent, l'oiseau est victime, parce que heureusement qu'il y a des ambassadeurs encore qui sont là pour les oiseaux, mais c'est souvent la volaille au niveau de l'élevage des poules et autres qui crée souvent ces genres de perturbations. Et souvent dans les systèmes de zoonose avec les maladies qui sont un peu transmissibles à l'homme et à l'animal, etc. La grippe aviaire a été un problème, mais l'oiseau tout court, la famille des anatidés, peut être exposée, mais ils ont des capacités de survie et d'autodéfense qui leur permettent de mitiger. Et en dehors des systèmes de contrôle que les gens peuvent faire sur le plan au niveau de l'empoisonnement, des trucs, etc. Mais l'oiseau peut vraiment développer sa stratégie de survie pour pouvoir être en accoutumance avec les sinistres qui peuvent s'opérer. Dernière chose, colonel, on entend souvent oiseau de mauvais augure. C'est ce qu'on dit de quelqu'un qui porte un peu malheur. Dans la réalité, y a-t-il de mauvais oiseaux? Il n'y en a pas. Ah ouais? Oui, je vous dis ça tout de suite. Parce que simplement, c'est un truc culturel. Parce que souvent, nous avons des oiseaux qui sont également... Ils ont une biologie, une écologie particulière. C'est des oiseaux nocturnes, c'est des oiseaux diurnes qui ne sont actifs que le jour. Et quand vous voyez un oiseau qui sont souvent pas... qui sont des oiseaux souvent individuels, qui ne vivent pas en colonie, et qui ont également, je pense aux hiboux par exemple. Oui, les hiboux. Les chouettes. Tout le monde en a peur. Quand vous voyez le soir d'abord, au niveau des yeux, etc., ils sont toujours dans l'obscurité avec un immobilisme qui leur permet d'avoir des stratégies d'adaptation pour se cacher, etc., pour également chasser. Et quand on les surprend ou quand on voit dans l'obscurité les yeux qui sont en train de truc, tout de suite, on a peur parce que c'est souvent l'obscurité. Et il ne faut pas avoir peur du hibou? Non, non, non. Pourquoi? Il faut juste s'accoutumer. C'est des trucs mythiques un peu, également pour pouvoir aussi empêcher passer des oiseaux qui ne sont pas très mobiles, pour également permettre ou défendre ces oiseaux qui sont souvent vulnérables, on peut développer. Et c'est ça également la culture d'antan. Mais on le dit aussi. Hein. Oui, mais c'est simplement pour également développer des... Sinon, on peut l'attraper facilement. Mais si on le met toujours sur la tête un peu que c'est un oiseau qui peut faire mal, on peut ne pas le toucher, etc. Et je me rappelle bien également quand les oiseaux passent, on dit il faut vous asseoir, etc. Tout ça, c'est des systèmes de protection que nous avions connus par le passé. Ça. Et ça, maintenant, malheureusement, pour rentrer au village, ce n'est pas évident. Et que les systèmes et tout est en train de, pas partir, mais d'être modifié. D'ailleurs, c'est la thématique que nous avons vue sur ce congrès avec les changements globaux. Tout à fait. Merci,
Colonel c'est moi qui vous Abdoulaye Ndiaye. Merci beaucoup. Vous êtes un amoureux des oiseaux. Vous êtes le président du 14e congrès panafricain d'ornithologie qui s'est tenu à Dakar la semaine dernière avec une déclaration justement issue de vos travaux. C'était notre invité ce soir. J'espère, Chérif, qu'à partir d'aujourd'hui, on aura beaucoup d'amoureux des oiseaux. Merci. Demain, rendez-vous Antoine Diouf. Excellente soirée.